bonsoir. Bonsoir, monsieur Robert Ibaka. Eh oui, monsieur le président, 5 ans, jour pour jour, jour plus un, si je puis me permettre. Monsieur le président, j'étais en train d'expliquer à nos amis de Facebook qui nous ont accompagnés ces 5 dernières années que notre première rencontre, nous étions le 9 septembre dans les couloirs de Strasbourg chez Alain en 2015. Oui, j'ai découvert M. Boukadia par le canal d'un de mes frères qui m'a dit j'ai suivi une de vos interventions. J'ai dit je dois interviewer ce monsieur parce que à cette époque j'aimais bien prendre mon micro, courir avec mon micro dans toute la France parce que j'avais besoin de réunir nos frères et sœurs pour essayer de ne pas rentrer dans cette bêtise du changement de la Constitution. Nous allons revenir dessus. Et oui, monsieur Boukadia, vous m'avez reçu dans un bon petit restaurant. Nous avons mangé une pizza sautée au jambon. Si je puis me permettre, monsieur, je n'ai pas oublié ce plat. Et oui, effectivement, monsieur Boukadia, 5 mois après, j'ai été surpris que vous preniez un vol. Et pourtant, vous m'y avez dit, les 3 interviews que nous avons eues ces 5-6 mois ensemble, vous m'avez dit, Bob, le Congo, je ne mettrai plus jamais les pieds. Le Congo, je ne rentrerai pas. Parce qu'il nous faut notre conférence internationale. Il faut qu'on s'asseye avant d'aller au Congo. Et nous voilà, monsieur Boukadia, le 15 janvier, après m'avoir envoyé les photos, vous avez rencontré le président Debré, vous avez rencontré le président Hollande, vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur Cazeneuve, vous avez fait le tour du gouvernement de François Hollande. Et j'ai été surpris, monsieur Boukadia, que vous preniez le vol, vous y allez au Congo. Et maintenant, le matin qui a suivi, je me suis levé parce que je me suis senti un peu coupable, je vais vous le dire aujourd'hui, je vais vous l'avouer devant tout le monde. Parce que si vous arrivez quelque chose au Congo, Samba Diankombi m'est témoin, beaucoup me sont, c'est Willy Onyami, dont je lui souhaite encore une bonne année. J'ai dit, s'il arrive une chose avec Boukadia aujourd'hui au Congo, je ne me remettrai jamais. C'est depuis ce jour que j'ai pris mon micro, comme c'était un rêve, et Facebook. Il faut rappeler aux gens que Facebook a ouvert le direct le 8 janvier 2016. Et mon premier direct était le 15 janvier 2000. Non, le 16 janvier 2016. Il n'y en a pas eu de direct avant ces dates, monsieur Boukadia. Bienvenue à vous. Pourquoi avez-vous pris cette décision d'aller au Congo, monsieur Boukadia, en sachant très bien que vous allez aller en prison, monsieur Boukadia? Bienvenue dans Ibaka Show. Merci beaucoup, monsieur Robert Ibaka, pour ce rappel qui nous ramène beaucoup d'années en arrière. Et vous savez, lorsque on a le virus de la politique pour son peuple, on ne peut rester insensible à la détresse, à la misère. Et vous savez, à l'issue du coup d'État de M. Sassou le 15 juin 1997, il avait reçu un certain nombre de politiques, dont moi. Quand il m'avait reçu, il m'avait demandé ce que je voulais faire. J'avais dit ceci: si vous avez besoin de moi pour le Congo, je suis disponible. Mais si les intérêts du Congo sont aliénés, vous me trouverez en face de vous. Il m'avait regardé au cours d'un entretien que j'avais eu avec lui, qui avait duré, enfin le protocole m'avait dit que j'en avais 20 minutes avec lui. Et quand il m'a
reçu, je lui ai dit, écoutez, Monsieur le Président, ce que j'ai à vous dire ne va pas durer 20 minutes. Ça va durer 7 minutes. Et je me suis entretenu avec lui pendant 7 minutes. Il a regardé sa montre. Il était étonné que je tienne mon discours en 7 minutes. Et par la suite, il m'a raccompagné lui-même. Et il m'a dit à bientôt. Et nous ne nous sommes jamais plus revus. Là, nous sommes en quelle année, Monsieur Boukadir? C'était en 1997, dans le mois d'octobre-novembre. On y va. La suite, Monsieur Boukadir. Et ensuite, je suis resté en France. J'ai commencé à m'opposer. Et puis à un moment donné, je me suis engagé dans mes activités professionnelles en banque. Et puis j'ai été envoyé au Gabon par ma société qui était dirigée par le docteur Fischbach, qui était un Allemand. Et c'est là où j'ai rencontré le ministre, le directeur de cabinet de M. Pierre Auba, qui était ministre de l'Intérieur, qui m'avait dit, mais président, il faut rentrer au Congo. Je lui avais dit, je n'ai pas de passeport pour rentrer, monsieur. Je n'ai pas de passeport. Et il m'avait demandé, mais comment vous avez fait pour rentrer, pour venir au Gabon? Je lui ai dit, mais monsieur Antoine Evundou, j'ai des amis. J'ai des amis qui me permettent de me déplacer. Et en réalité, quand j'étais au Gabon, non seulement j'étais allé pour auditer la dette du Gabon, parce que nous devions apporter des solutions pour cela, et en même temps, c'était la réunion des banques, une réunion des banquiers de l'Afrique. Donc, j'avais été convié à cette réunion-là. Et donc, c'est à ce moment-là que j'avais rencontré M. Antoine Evundou, qui était surpris avec ses collaborateurs. Et puis par la suite, j'avais pris l'avion, je suis rentré à Paris. Et quelque temps après, M. Evundou vient me retrouver à Paris, où il me dit, il faut signer ici. Je dis où? Mais à cet endroit-là. Et 5 jours après, il revient en France, on me dit, voilà le passeport, le président vous attend. Et j'avais répondu à M. Antoine Evundou, je ne rentre pas. Je ne rentre pas parce que M. Sassou, quand il a fait le coup d'État, ce n'était pas la Constitution qui était en cause. C'est parce que c'était la violation de la Constitution. Il n'était pas question qu'il change la Constitution du 15 mars 1992. Et donc, je ne rentrerai pas. Et donc, je me suis mis à consolider mes relations extérieures, puisque j'ai toujours dit, même quand j'étais au Congo, on ne peut pas penser à régler les problèmes du Congo quand on n'a pas de relations solides à l'international pour s'assurer les financements qui permettront d'investir au Congo pour créer les entreprises afin d'avoir des emplois. C'est la raison pour laquelle je sillonnais un certain nombre de pays où j'ai tissé de solides relations. Et en 2009, je suis rentré au Congo, ce qui avait surpris d'ailleurs tout le monde, pour être candidat. Et au moment où j'ai organisé le premier meeting à la mairie de Brazzaville, la place était pleine. Celui qui était le clairon d'abord à cette époque-là, en 2009, de M. Sassou, avait illégalement occupé les salles que nous avions réservées. Et à ce moment-là, il y a les forces armées qui avaient entouré la place.
j'avais donc demandé à la population de rentrer dans la dignité. Et à ce moment-là, M. Sassou, voyant ce désordre-là, avait quitté Brazzaville pour aller à Mindouri. Et l'officier qui était de service à ce moment-là, c'était le général Norbert Davira, un vaillant soldat qui est venu voir ce qui se passait. Et donc, mes collaborateurs, mes gardes-corps, avaient signifié au général qu'il y avait un désordre qui s'était fait là pour empêcher le meeting du président Boukadia. Et le président Boukadia avait ordonné à la population de repartir. Monsieur Boukadia, s'il vous plaît, arrêtons-nous en 2009. Effectivement, vos activités vraiment politiques, d'après, parce que quand je lis bien votre biographie, quand je lis votre historique, effectivement, en 2009, il y a eu... 2009, vous avez eu au moins une quinzaine ou une vingtaine, entre 2009, 2010, 2011, des prisonniers politiques, qui étaient vos proches. Que sont devenus ces prisonniers politiques, monsieur Boukadia? Pour éclaircir un peu, et puis on y arrivera entre 2009, 2012, 2015, 2016, jusqu'à votre arrestation. Les prisonniers... Non, monsieur Robert Ibaka, je pense qu'il y a eu une inversion. Tous les prisonniers, mais le staff, le parti, les responsables du parti politique, le CDRC, ont été arrêtés en août 2013. Ah, oui. En août 2013. Oui, c'est là où je disais, monsieur Boukadia, entre 2009, 2010, 2011, 2012, bon, c'est 2013. Donc, effectivement, parce que je sais qu'entre 2009, votre entrée réellement, parce que vous avez dérangé, je le sais par mes tuyaux, et ces prisonniers politiques, ils en sont où aujourd'hui, monsieur Boukadia? Parce qu'il y en a eu beaucoup, c'est des pères de famille, les enfants d'autrui. Tous les prisonniers politiques du CDRC qui avaient été reconnus par les Nations Unies que c'était des prisonniers politiques par le fait de l'arrestation arbitraire, d'une arrestation arbitraire, sont sortis de prison, certains ont purgé leur peine, donc tout le monde est sorti. Je n'ai perdu aucun homme dans la prison, je me suis battu pour que personne ne meure en prison. Il y a eu des maltraitances, c'est vrai, les Nations Unies avaient condamné le gouvernement du Congo. À l'époque, c'est M. Aimé Emmanuel Yoka qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui s'était étonné, qui se demandait c'est quoi l'ONU? Une manière de se moquer, puisque l'ONU avait condamné le Congo à ce que tous les prisonniers, y compris moi-même, soyons indemnisés à la juste mesure par rapport à ces emprisonnements arbitraires. Mais jusqu'à présent, le gouvernement est resté sans donner suite à cela. Mais ça, ce sont des problèmes que nous allons régler beaucoup plus tard nous-mêmes. Ceci étant dit, lorsqu'en 2009, à l'issue de l'incursion des forces armées à mon meeting, à la place de la mairie, des amis français et américains m'avaient demandé de quitter le Congo d'urgence parce que ma vie n'était plus en sécurité. C'est ce que j'ai fait. Je suis sorti du Congo et donc je suis arrivé en France. J'ai continué à travailler et puis en 2010, je suis rentré où j'ai continué mes activités politiques jusqu'en 2013. J'ai commencé donc à sensibiliser l'opinion congolaise et internationale que le pouvoir de M. Sassou prenait une dérive inouïe. Et c'est là où j'ai commencé à dénoncer qu'il n'était pas normal qu'un pouvoir gère le pays avec 98% de l'administration civile et militaire issue d'une seule région, sinon d'une même ethnie. C'est ce que j'avais dit, que M. Sassou avait ipso facto divisé le pays en deux et avait ramené la capitale du Congo, la capitale Brazzaville, à Oyo, où sous les conseils de certains de ses amis français, voulait construire la banque
centrale du Congo à Oyo. Et c'est pour ça que dans mes meetings de mai 2013 et à Brazzaville et de juin 2013 à Pointe-Noire, j'avais mis en garde à M. Sassou que si jamais cette dérive de diviser le pays se poursuivait, alors comme il le faisait de manière insidieuse sans l'énoncer, moi j'avais annoncé à ce moment-là, nous irons vers la partition, il y aura une partie nord et une partie sud. Malheureusement, je m'attendais à ce que les intellectuels saisissent ce moment-là. Je m'attendais à ce que les partis politiques saisissent ce moment-là pour poser le problème réel de l'unité nationale. Mais au lieu de cela, ils ont fait ce que le PCT leur a appris à savoir faire, condamner pour ne pas se saisir du problème profond qui a miné le Congo, dont aujourd'hui nous voyons les conséquences. Et oui, je suis heureux aujourd'hui, M. Robert Ebaga, je suis un homme heureux, parce que quand en 2013 je dis il nous faut mettre en place un gouvernement d'union nationale, ben, on me condamne à 30 ans de travaux forcés parce que je disais que la politique d'éthinisation de M. Sassou n'était pas acceptable. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a les parents Moshi qui eux-mêmes disent finalement, M. Boukadi avait raison, la politique d'éthinisation à outrance de M. Sassou était danger pour la République. Alors je dis que j'étais trop en avance. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis de manière ferme, nous devons aller à l'Union nationale. Et il n'est pas question que la gestion calamiteuse de M. Sassou, qui concerne un groupe, soit identifiée comme une gestion de toute une tribu ou de toute une ethnie ou de toute une partie du pays. C'est pour ça que je n'accepte pas lorsque on stigmatise les ressortissants du Nord dans le système de l'embauchenie. Ça, c'est condamnable, parce que ce ne sont pas tous les Mboshi et ce ne sont pas tous les ressortissants du Nord. Tout comme j'avais condamné à l'époque du président Pascal Lissouba, qui a été mon professeur qui m'a signé les premiers diplômes universitaires à l'université de Créteil, quand il avait lancé le concept du Nouveau-Lec, je lui avais adressé un courrier en lui disant, Monsieur le Président, donnez-nous les caractéristiques culturelles de la civilisation Nibolek, parce que vous êtes en train de diviser le pays. Donc c'est la même chose entre le Nibolek et ceux qui pensent, qui disent que le Congo, il y a la mochinisation. Ça, ce sont des concepts qui portent à mal l'unité nationale. Le concept qui porte à mal l'unité nationale. Monsieur Boukadia, moi je veux revenir sur cette date mythique qui a été pour moi une date qui m'a permis aujourd'hui de garder mon tempo des bacs à chaud. Vous prenez la décision, vous prenez le vol le matin, moi on m'appelle vers 11h45 pour dire mais il y a ton père Boukadia qui est dans l'avion, qui est pour Brazzaville, j'y croyais pas. Effectivement, nous avons appris, vous avez atterri à Brazzaville vers 17h30 ou 18h45, je ne sais pas, avec ces décalages horaires. Monsieur Boukadia, faites-nous vivre un peu cette histoire. Donc, vous y arrivez à l'aéroport. En tant que citoyen congolais, vous voulez rentrer que chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Boukadia? Écoutez, bon, j'avais annoncé que je rentrais. Hein? Oui, mais ben, moi, j'étais pas au courant, monsieur Boukadia. Oh, monsieur Robert Ibaka, je n'allais pas faire un communiqué radiodiffusé, quoique à l'époque, un certain nombre de sites avaient dit effectivement que je rentrais.
Donc nous sommes rentrés, j'étais parti avec mon épouse et mon filleul, plus et dans l'avion il y avait des membres des Nations Unies bien entendu. Et quand nous avons atterri à l'aéroport de Pointe-Noire, il y a les militaires qui m'attendaient. Et à ce moment-là, donc, ils m'ont conduit dans un bureau et en empêchant mon épouse Nadine Boukadia de suivre le chemin, elle avait protesté en disant je ne lâche pas mon mari parce que nous savons ce qui se passe ici. Vous arrêtez des gens et puis après le lendemain ils ont disparu. Donc je ne veux pas le laisser partir comme ça. Et puis donc nous nous sommes retrouvés. Et puis bon, ils m'ont sorti des documents que j'avais écrits sur l'Union nationale, une période de transition pour l'apaisement du pays, des documents que j'avais envoyés aux Nations Unies et qui avaient été envoyés également au gouvernement congolais. Quand ils ont vu ça dans la mallette, ils ont dit « Ah, enfin, on a les documents ». Je leur ai dit « Mais c'est ça ce que vous appelez les documents? Mais vous savez, si l'Internet fonctionne au Congo, vous les aurez trouvés sur l'Internet. Et en plus, votre président a ces documents-là. Hein? Si vous êtes payé par des documents publics pour accuser des gens, c'est dommage. Bon, il est vrai qu'il y avait des militaires, certains étaient très belliqueux, je le reconnais, d'autres étaient calmes, qui m'observaient avec respect, et puis par la suite, ils m'ont amené, transféré à Pointe-Noire par un avion, par un vol régulier, et quand je suis arrivé, je dis qu'à Brazzaville, il y avait Madame Mounari qui était venue, bien entendu, à cette arrivée-là. Il y avait l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui était là. Et il y avait presque, d'après ce qu'on m'avait rapporté, 3000 militants du CDLC qui m'attendaient. Et en face, il y avait 2000 militaires qui étaient là, plus des États-Unis d'Amérique. Plus 3 chars de combat, un hélicoptère de combat. Voilà le grand accueil qu'on m'avait fait. Et par la suite, j'avais été donc transféré par vol régulier, par un avion d'équerre, sur Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, j'étais aussi attendu par 1000 militaires. Il y avait des officiers, d'ailleurs, qui m'ont rendu des devoirs quand je suis arrivé, et que j'étais étonné. À Brazzaville, l'accueil était très tendu. Entre les militaires et moi, l'accueil était très tendu. Et à Pointe-Noire, j'avais rencontré des gens civilisés, des militaires civilisés. Et puis, bon, ils m'ont mis dans une voiture et on m'a conduit, puis je ne savais pas, j'avais demandé si on était bien à Pointe-Noire, il me dit oui, et puis bon, quand la voiture s'est arrêtée, on a ouvert la porte, je suis sorti et c'est là où on m'a souhaité, plus précisément le capitaine, le colonel Serge Ituapoto m'avait souhaité la bienvenue à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais colonel, vous vous trompez de destination. Vous m'avez dit que j'étais attendu par le procureur. Allons chez le procureur. Il dit, non, il est un peu tard, vous irez demain. Bon, il y a eu beaucoup d'officiers qui étaient là. Le général de brigade Jean Olesengo Ondai, j'ai déjà cité le colonel Ituapoto le directeur général de Pointe-Noire. Il y avait le commandant Mabiala, malheureusement qui est décédé, un homme très bon, qui était le commandant de la BAC, c'est-à-dire de la brigade anticriminalité. Il y avait, bien entendu, le directeur de la maison d'arrêt, le capitaine Efou. Il y avait le lieutenant Eric, qui était le surveillant général de la maison d'arrêt. Il y avait le commandant Lys,
le patron de la DST de Pointe-Noire, il y avait beaucoup d'officiers en tout cas. Bon, c'est à ce moment-là que le colonel m'avait demandé si j'avais faim. J'ai dit non, je n'ai pas faim. Mais il dit oui, mais votre dernier repas, vous l'avez eu dans l'avion, il faut que vous mangez quelque chose. Bon, je leur avais demandé, apportez-moi du pain et une banane. Il dit non, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pain, les boulangeries sont fermées. Et puis j'ai demandé une bière. J'ai dit apportez-moi une bière, mais une prémisse. Apportez-moi une bière, mais une prémisse, la bière du président Youlou. Et puis le colonel Itopoto me dit, mais il y a aussi, c'est pas l'Angoki, l'autre là, il y a une bière du Congo là, avec le caïman là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'Angoï, je crois. L'Angok on appelle. L'Angok, oui. Vous voyez comment, bon, donc l'Angok, on me la porte, bon, on me laisse ouvrir, j'avais mes mouchoirs, je nettoie bien, et bon. Et puis, je dis, écoutez, je pense que vous faites une erreur. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais insulté. Je n'ai jamais agressé qui que ce soit. Ce n'est pas moi qui devrais être dans cette maison d'arrêt. C'est M. Sassou qui devrait être ici parce que c'est lui qui ordonne qu'on tue les gens, qu'on vole, qu'on mette les gens en prison. C'est lui qui devrait être là. Alors, je me suis déchaussé. Vous comprenez que je suis un bantou. J'ai versé la bière à même le sol, dehors, puisqu'à l'époque, j'étais accueilli dans le bureau du surveillant général. J'étais sorti, j'ai versé la bière, et puis j'ai demandé à mes mains de me protéger. Et j'ai dit, colonel, général, quel que soit le nombre d'années ou de temps que je ferai dans cette maison d'arrêt, dans cette prison, que ça soit un jour, une semaine, 3 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 30 ans, quand je sortirai, je changerai ce pays pour qu'on ne tue plus les gens, pour qu'on ne viole plus les gens, pour qu'on ne mette pas en prison les gens pour une opinion publique. Et j'avais demandé au colonel Serge Itopoto de me conduire dans ma maison, dans ma maison, vous voyez, dans ma cellule. Au moment de partir, le colonel Serge Itopoto me dit, Monsieur le Président, enlevez vos chaussures. J'enlève les chaussures, enlevez votre ceinture. J'enlève la ceinture, enlevez votre cravate. Et je lui dis, colonel, je suis venu pour le Congo, je ne vais pas me suicider. Soyez sans crainte. Et quand j'avais enlevé tout ça, je lui ai dit, colonel, accompagnez-moi dans ma cellule. Mais je voudrais vous demander une faveur. Il me dit laquelle? Pour la première nuit, ne fermez pas la porte de la cellule, je vous prie. Le colonel m'avait regardé, il m'avait dit, Monsieur le Président, ça sera fait. Voilà, Monsieur Robert Edaka. Monsieur Boukadia. Le premier jour, mais je voudrais signaler que lorsque j'étais dans la maison d'arrêt, on m'avait appris que l'avenue qui borde la maison d'arrêt de Pointe-Noire avait été arrêtée à la circulation au moment où l'avion d'Air France avait décollé de Roissy, c'est-à-dire à 11h40. Donc à 11h40 à Brazzaville, la voie qui borde la maison d'arrêt de Pointe-Noire était interdite à la circulation. Et les gens qui posaient des questions,
Il dit, mais pourquoi en arrêter? Donc la réponse qu'il donnait, c'est ce que j'ai appris à la prison. Ah, ce soir, il y a un grand homme politique qui va venir, donc qui va venir faire la prison. Monsieur Bougadia, 575 jours de prison. 575 jours, je profite de l'occasion de faire un gros coucou à ma grande sœur Pauline Elelo. C'est à partir d'elle que j'avais compris que je devais faire une émission à cœur ouvert avec vous. Parce qu'elle a compté les jours. 575 jours de prison, monsieur Bougadia. Vos meilleurs souvenirs, vos souvenirs les plus difficiles, les moments les plus pénibles que vous avez. Et nous allons continuer pour 2022 parce que je pense que ce peuple congolais a besoin de vous, monsieur Bougadia. 575 jours de prison, monsieur Bougadia. Les moments les plus difficiles, les moments les plus merveilleux, vos amis, les gens avec lesquels vous avez partagé, c'est l'occasion de leur faire un coucou. Je vois que la moitié de Brazzaville est connectée, vos parents sont connectés. Monsieur Bougadia, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? À tous ces gens qui vous ont fait du mal, à tous ces gens qui vous ont fait du bien. Écoutez, c'est compliqué pour moi. Ce qu'il y a de plus important, c'est que il nous faut regarder devant. Il nous faut regarder devant parce que je ne souhaiterais à personne, vraiment à personne, si je demande que nous devons aller vers le compromis politique historique, vers la table ronde, vers la conférence internationale, parce que je ne souhaite pas que ce que j'ai vécu arrive à quelqu'un d'autre. Je préfère que les Congolais comprennent que j'ai été arrêté parce que j'avais demandé au pouvoir de Brazzaville de mettre en place un gouvernement d'union nationale parce que les indicateurs prouvaient que nous devons aller vers une crise financière et économique, un chaos au niveau du Congo, vu la manière dont on gérait le Congo. Et donc j'avais dit qu'il fallait associer tout le monde dans la gestion du pays pour que on évite la catastrophe qui devait arriver. C'est la raison fondamentale qui a fait qu'on puisse m'arrêter. C'est la raison fondamentale qui a fait qu'on arrête 28 membres, de mes collaborateurs. Et qu'on arrête aussi un bébé de 8 mois pour la simple raison qu'il se prénommait Modeste. Ça, il faudrait que les Congolais le comprennent. Et il faudrait que les Congolais aussi comprennent. Qu'on arrêtait un bébé de 8 mois parce qu'on l'a surnommé... On a arrêté un bébé de 8 mois qui est resté à la maison, à la prison CAM 4 de la gendarmerie de Pointe-Noire. Et à l'époque, c'était le commandant Ngombe qui était le commandant de la région de gendarmerie. Un bébé de 8 mois, sous prétexte qu'il se prénommait Modeste. Ils ont vu en lui peut-être le Messie, monsieur Bougadia. Oui, c'est vrai que pour Moïse, c'était ça aussi, je crois. Hein, c'était ça en Égypte. Oui, On oui. avait tué les enfants, les premiers-nés, je crois. Hein. Non, mais c'est inhumain de mettre un bébé de 8 mois. C'était le plus jeune prisonnier du monde. Et ce qui est aussi difficile, vous savez, je proclame que le peuple est mon Dieu, mais il y a deux êtres dans la vie qui sont très importants. Outre son épouse, c'est celle qui vous donne la vie. Il m'a été interdit
d'aller dire au revoir à ma maman. Je n'ai pas pu dire au revoir à celle qui m'a donné la vie. Je n'ai pas pu l'accompagner. Mais grâce à mon épouse, qui l'a accompagné, le jour où M. Sassou prêtait serment, parce que ce jour-là, Sassou avait assuré la calmie pour qu'il n'y ait plus de crépitement d'armes. C'est à ce moment-là que mon épouse a accompagné maman dans notre village natal, à Maniouki, pour qu'elle repose en paix. Donc jusqu'à présent, je n'ai jamais vu comment maman a été enterrée. Monsieur Boukadi. C'est pour ça que je dis, il est mieux de regarder devant, de dire que le Congo est comme une forêt. Nous devons être tous les arbres de cette forêt-là, pour qu'elle soit dense, pour que la sève de ces arbres-là redonne de la force au Congo. C'est pour ça que je pense qu'il est temps de tourner cette page-là. Il est temps de tourner cette page, Monsieur Boukadia. Comment la tourner? Monsieur Boukadia, effectivement, depuis longtemps, on dit que vous et Sassou, vous avez un pacte. On dit, chez nous, mon père me disait, en tant que policier, il me dit, c'est le prénom des menteurs. C'est une question qui a été posée par une auditrice tout à l'heure. Vos rapports avec le président Sassou, Monsieur Boukadia. On va pas revenir sur les histoires du coq, parce qu'on en a assez en parlé, tout le monde le sait. Mais j'ai l'impression que ça vous rattrape toujours, votre relation avec le président Sassou. Et pourtant, vous avez le droit. Et pourtant, vous avez... Je finis, Monsieur Boukadia. Vous avez le droit, vous êtes en politique. En politique, on n'est pas des ennemis. Non, mais je finis ma question, Monsieur Boukadia. Moi, je ne conçois pas la conception de mes compatriotes congolais, mais de toutes les façons, je leur ai expliqué pourquoi leur tête ne tourne pas en rond. Je ne comprends pas, Monsieur Boukadia, vos relations avec le président Sassou. Et pourtant, je sais, plusieurs fois dans mes émissions, j'ai même été surpris, vous avez dit, il n'y a que moi qui peux sauver le président Sassou. Vous avez dit, vous l'avez répété plusieurs fois, Bob, ça il y a 4-5 ans, même avant même que vous allez en prison, vous avez tenu ces propos. Bob, moi je veux sauver le président Sassou parce qu'il est en train d'aller droit au mur. Vous l'avez dit en 2015. Monsieur Boukadia, vos relations, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, quand on est des amis, bon, il y a toujours des efforts, on est en politique, on va parler du Mali tout à l'heure, on va parler du Sénégal, on va parler de ce que, comment Ouattara a fait venir, a fait rentrer Gbagbo aujourd'hui, qui a créé un parti politique dans cette belle Côte d'Ivoire que personne n'y croyait. Monsieur Boukadia, vos relations avec le président Sassou? Écoutez, M. Sassou, je l'ai vu combien de fois dans ma vie? Je l'ai vu 2 fois, 3 fois? Hein? Mais on dit que vous... Personne ne me pose la question, quelle est ma relation avec le président Pascal Lissouba? J'ai beaucoup plus vu le président Pascal Lissouba que M. Sassou. Hein? Le président Pascal Lissouba, on a failli travailler ensemble avec lui. On a failli créer l'Institut Pasteur de Brazzaville avec lui. Le président Pascal Lissouba, nous avons eu des amis français communs. On a eu des amis communs. Il a été mon enseignant. Hein? Mais personne ne me pose des questions là-dessus. Hein? Monsieur Sassou, c'est un homme public. Quel est l'homme public du Congo qui n'a pas été avec Monsieur Sassou? C'est peut-être que les gens se posent des questions parce que Monsieur Sassou
je suis le seul, pardon, à qui il n'a pas donné de poste et qu'il a résisté. C'est ça peut-être le problème. Moi, je l'ai toujours dit, dans mon sang, il n'y a aucun centime, que ce soit de PCT, que ce soit de M. Sassou, que ce soit de Total, que ce soit de Elf, dans mon sang. Et c'est peut-être ça ce qui étonne les gens. Moi, la politique, je l'ai faite. Je l'ai faite avec l'argent de ma famille. J'ai ruiné ma famille. On a vendu ce qu'on a pu acheter avec nos biens pour faire la politique. Hein? Mais je n'ai jamais pris un centime de l'État congolais. Alors, sur le fait d'avoir empêché qu'on tue encore des Congolais en préservant la vie de M. Sassou devient un crime, alors oui, j'ai commis ce crime-là. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que, parce que vous ne vous entendez pas, qu'il faut ôter la vie aux gens. Mais depuis quand? Quand est-ce qu'on va cesser de tuer les gens? Quand? Quand est-ce qu'on va prendre les gens, des membres de famille, pour les envoyer ailleurs pour qu'ils soient tués? Quand? Au lieu de poser la question de savoir pourquoi M. Sassou prend les gens, les jeunes gens, dans des familles au nord, pour les envoyer dans le sud, pour aller commettre des crimes, où on les tue, non, on ne pose pas ces questions. Ce sont des questions qu'il faut poser. Pas celle de savoir quelle est la relation... Pardon. Quelle est la relation que j'ai avec M. Sassou? J'ai la relation politique que j'ai. Il n'est pas le seul homme politique avec lequel j'ai discuté. J'ai discuté avec les Clément Mierassa, j'ai discuté avec tout ce monde-là quand même. Hein? Ouais. Enfin, on ne va pas me mettre constamment, quand ils n'ont pas d'argument, dire que oh, voilà, il a des relations avec Sassou. Je peux vous le dire, je ne couche pas avec Sassou. Voilà. Et oui, monsieur Boukadia, je vais vous laisser le temps de prendre un petit verre, boire un petit verre d'eau, parce que je sentis que, effectivement, il fait froid, la température, elle est... Voilà. Les choses ont été dites, les choses ont été claires. Nous venons de changer d'année, très chers compatriotes. Oui, 5 ans de direct, non-stop. Monsieur Modeste Boukadia, vous avez vu, les choses sont claires, les choses sont en train d'être dites. Maintenant, 2022. Monsieur Boukadia, revenons un tout petit peu à l'actualité. Quand vous voyez ce qui se passe au Mali, quand vous voyez ce qui se passe en Guinée, en tant qu'homme politique, je sais que beaucoup de vos amis, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal, que ce soit parce que je sais que vous suivez l'actualité africaine, vous avez eu l'habitude de vous retrouver avec cette génération parce que c'est la vôtre. Nous, on vient après vous, monsieur Boukadia. La décision de la CEDEAO, en train de suspendre le Mali aujourd'hui, tout un peuple. J'aimerais avoir votre avis déjà. Ces deux pays, la suspension, on va sortir un tout petit peu du Congo, parlons un tout petit peu de l'actualité, et on va revenir pour boucler sur le Congo. Monsieur Boukadia, votre avis sur le Mali, l'actualité. Bien bon début de semaine à vous. Je vous remercie beaucoup, mais tout d'abord, pour clore ce chapitre du Congo, j'aimerais solennellement remercier mon épouse. Je voudrais remercier le président Donald Trump et son gouvernement, ainsi que le président Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, sans oublier les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, la Croix-Rouge Internationale, d'ailleurs dont j'ai conservé mon numéro, ainsi que les membres du parti CDRC, les libres penseurs, et mes nombreux amis
en France, à l'étranger, mes amis particuliers, ainsi que la diaspora pour tout ce qu'ils ont pu faire. Sans oublier le président Kabila et le président Dos Santos, entre autres. Parce que aujourd'hui, je me suis lancé dans cette politique, celle du grand président Nelson Mandela, parce que je veux que le Congo retrouve sa place pleine et entière. C'est pour ça que j'invite les Congolais de la diaspora de cesser ce désordre qui se passe sur la place de Paris. Ça ne fait grandir personne. Aujourd'hui, il y a un combat essentiel qui est là, c'est le combat de l'union nationale. Oui, monsieur. Le combat de l'unité du pays. Oui, monsieur Boukadia, vous avez anticipé ma question. Maintenant que vous en parlez, je vous pose la question. Effectivement, Paris a bougé. Je me revois rapidement, mais je reviendrai plus sur cette question puisque vous en parlez. Paris, monsieur Boukadia, quand vous voyez tout ce qui se passe là, avec ces jeunes, j'ai même vu certains jeunes ont cité votre nom. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Boukadia? Comment calmer toute cette génération? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vouloir faire du tintamarre pour exister, ça ne sert pas. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de la tranquillité. Et c'est cette tranquillité-là dont je demande aux Congolais de la diaspora, aux femmes et les hommes qui constituent la diaspora. Vous savez que je me suis lancé dans la politique de la désimmigration, c'est-à-dire que les Africains, les Congolais qui sont en Occident doivent se préparer à rentrer en Afrique, doivent se préparer à rentrer au Congo. Et ce n'est pas en donnant un spectacle pitoyable que les Congolais vont participer à construire le Congo. Quand on a la chance d'être loin de son pays, où les gens sont en train d'être torturés à ciel ouvert, ou quand on voit les marchés, que ce soit les marchés de Poto-Poto, de Wenzé, de Talangaï, de Total, de Makelekele ou de Fontietier, des gens qui pataugent dans la boue, il est inacceptable de voir ce désordre qu'il y a sur la place de Paris. Si véritablement vous vous battez pour le Congo, c'est dans l'union que cela doit se faire, et non dans du désordre qui permet de distraire les gens. Ça ne distrait personne. Et ça ne vous fait pas grandir. Que les Congolais montrent que ce sont des hommes et des femmes, comme jadis. Ainsi donc, je souhaite cette unité du pays, depuis la cuvette ouest, la Songa, la Likwala, la cuvette centrale, les plateaux, le Poule, l'Alekumu, le Nyari, la Benza et le Kouilou, nous sommes un seul pays. S'il y a des gens qui ne se plaisent pas dans ce pays-là, alors qu'ils aillent ailleurs. Le Congo, notre bien. Il y a des gens qui ont versé du sang pour ce pays-là. Nous devons le reconstruire tel qu'ils l'ont voulu, tel que l'ont voulu le président Fulbert Youlou, le président Jacob Pango, le président Félix Tchikaya, le président Kikongangot, et j'en passe, les Ibeliko. C'est ce Congo-là que je veux. C'est pour ça que j'appelle tous les Congolais. Regardez l'exemple du Grand Mali. Vous voyez un peuple
qui s'unit et qui montre que nous sommes un grand peuple. Et vous savez que le Mali et le Congo ont une amitié qui date depuis le président Modibo Keïta et le président Fulbert Yulo. C'est une amitié séculaire. Alors, vous pouvez comprendre qu'au Congo, la plus grande communauté ouest-africaine du Congo, c'est bien nos amis, nos parents les Maliens. Donc nous ne pouvons qu'être ensemble avec eux. Parce que ce peuple-là, qui est issu du royaume de Soundiata Keïta, c'est un grand peuple. Alors ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce qui se passe. Hein? On a dit que voilà, il y a une transition, une transition de 6 mois à 5 ans, c'est trop. Mais je rêve ou quoi? Je rêve. J'ai essayé de chercher, puisqu'aujourd'hui les outils de recherche c'est l'Internet, pour savoir s'il y avait un curseur. Si on avait dit qu'à partir de telle date de 2021, il n'y aurait plus de coup d'État en Afrique, il n'y aurait plus de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas trouvé ce curseur-là. Et le coup d'État du Mali a été décidé par le peuple. Et c'est le peuple malien qui a mis la transition en place. Alors qu'on ne nous dise pas 6 mois ou 5 ans, c'est beaucoup. Si on a choisi 6 mois ou 5 ans, c'est qu'il y a des choses à régler avant d'arriver à l'élection présidentielle. Alors je ne comprends pas comment une organisation régionale telle que la CEDEAO se mette à interdire, à prendre des décisions qu'on ne comprend pas, alors que la quasi-totalité des chefs d'État de cette CEDEAO est issue des coups d'État. Hein? Donc leur coup d'État était valable, à eux, était valable, mais celui responsable du Mali n'est pas responsable. Regardez, hein? Qu'est-ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 1997 quand M. Sassou a fait son coup d'État? Quand il a abrogé une constitution légale, légitime du peuple congolais, votée à 98%, à 97%, pardon, avec 98% de taux de participation. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui l'a promulgué, M. Sassou, c'est lui qui a signé cette constitution-là. Il l'a balayé en mettant un acte fondamental avec une transition flexible de 3 ans. Mais cette transition de M. Sassou est partie de 1997 à 2002, 5 ans. Mais on n'a pas entendu des autorités extérieures dire que non, M. Sassou, ce que vous faites, c'est pas bon. Hein? On n'a pas entendu. Mais à l'issue de l'acte fondamental, M. Sassou a imposé une constitution de 2002 qu'il a violée quand la chemise n'était plus belle. Il a remplacé par une autre constitution. Et là, en 2016, il a fait voter dans le sang une constitution. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Il est allé se cacher vers les locaux de la France, à Brazzaville, pour concocter le changement de sa propre constitution. Est-ce qu'on a entendu les puissances extérieures dire à M. Sassou que c'est mauvais? Alors pourquoi on pose des problèmes au Mali?
Personne n'a levé le petit doigt dans les multiples changements de la Constitution au Congo-Brazzaville. Personne. Alors je pense que il faut savoir raison garder. C'est pour ça que je dis haut et fort que le peuple congolais et moi sommes très fiers du peuple malien et des responsables de la transition. Vous devez aller jusqu'au bout. La CEDEAO est une organisation régionale. C'est le Schengen de l'Afrique de l'Ouest. Et nous savons très bien que ces frontières-là, ce sont des frontières arbitraires, tracées au cordeau. Revenons. Par des puissances qui ont fini par devenir des nazis. Alors qu'ils ont tracé des frontières qui ont divisé même les gens d'une même famille. D'un côté, ils sont devenus des Maliens, de l'autre côté, ils sont devenus je ne sais qui. C'est une décision honteuse de la CEDEAO. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Le royaume de Soudiata Keïta, personne n'a pu pouvoir avoir le dessus sur ce grand peuple-là. Donc, si vous voulez que la CEDEAO se délite, alors maintenez ces positions-là. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir revenir en arrière. Vous avez vu la CEDEAO, vous avez fermé les frontières, mais la France a négocié. Qui sont les tenants de la farce? Je pense que, au nom du peuple congolais, je soutiens fermement le peuple malien et les autorités de la transition du Mali. Monsieur Je demande à tous les Africains, à toutes les organisations africaines, de soutenir le peuple malien. Et je pense que s'il y a une puissance étrangère qui agit derrière la CEDEAO, elle devrait s'aviser. Et je voudrais adresser à un pays qui m'est très cher. Aujourd'hui, s'il y a un ennemi de la France en Afrique, c'est la France elle-même. Personne d'autre. C'est la France qui est devenue l'ennemi de la France en Afrique. Parce que le fait constamment d'avoir soutenu des dictateurs, des criminels, vous prenez par exemple M. Sassou Nguesso, dans le rapport post-conflit signé par les Nations Unies, M. Sassou a fait disparaître 750 000 personnes au Congo. Combien de fois aujourd'hui? Mais on n'a pas entendu la France dire que c'est pas bon ça. Monsieur Boukadia, on va faire intervenir pour ces 6 ans d'anniversaire pour moi, pour Eva Cachot. J'ai mon frère Elvis Kakou qui a une question que j'étais en train de la lire. J'ai dit pourquoi ne pas vous la poser. Elle est un peu longue, mais bon, je vais essayer de faire un effort. Monsieur Boukadia, pensez-vous sérieusement que Sassou est de nature à admettre une conférence internationale où l'on va débattre de sang, lorsqu'on sait qu'il garde une mauvaise... Oh oui, ça bouge un tout petit peu, excusez-moi, attendez, parce que... Attendez, monsieur Boukadia, je vais vous lire parce que je l'ai trouvé pertinente cette question de Elvis Kakou. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Attendez, je vais essayer de la lire de mon téléphone. Ouais, voilà. Et donc Elvis Kakou dit, Monsieur Boukadia, pensez-vous vraiment que Sassou, sérieusement,
Oh là 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 là. Pensez-vous sérieusement que Sassou est de nature à admettre... Bon, pensez-vous sérieusement que Sassou est de nature à admettre une conférence internationale? Voilà déjà la question qu'il pose, puisque pour compléter rapidement, lorsqu'on sait qu'il garde un mauvais souvenir de la conférence nationale souveraine en 91, dont il est sorti en lambeaux, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, je voudrais dire ceci, que pour moi, M. Sassou est déjà hors jeu. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, vous devez être au courant que le FMI a demandé à ce que les dirigeants de la CEMAC fassent rapatrier tout l'argent qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux. Ah, ça, nous étions pas au courant. Quand j'étais revenu des États-Unis en 2018, quand j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'argent, tout le monde s'est dit, mais qui êtes-vous? Aujourd'hui, le FMI a demandé à la CEMAC, à tous les dirigeants, de rapatrier tout l'argent qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire ceux qu'on appelait les Pandora Papers ou les Panama Papers, tout cet argent-là, à tous les dirigeants de la CEMAC, c'est-à-dire, y compris M. Sassou, ses amis, ses parents, ses enfants, ils doivent rapatrier tout l'argent qu'ils ont mis. Une façon de leur dire, si vous ne le faites pas, eh bien, on va bloquer les comptes. C'est ça ce que ça veut dire en français. C'est ça ce que ça veut dire en français. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on va faire le gel de tous les avoirs, ils auront beau changer de constitution, ça va être compliqué. Monsieur Boukadia, vous n'avez pas répondu à la question. Monsieur Je suis en train de répondre, monsieur Robert Ibaka. Allons-y, monsieur Boukadia. Je suis en train de répondre. Oui, monsieur Donc Boukadia. aujourd'hui, s'il y a cette pression financière qui est faite, personne. Et c'est pour ça que moi je dis que j'appelle les officiers, j'appelle les forces armées congolaises, la gendarmerie, la police. Il y a quelques brebis galeuses dans vos rangs. Mais que ces brebis-là n'entachent pas votre honneur. Il est temps aujourd'hui d'être du côté du peuple. Et quand le peuple est debout, M. Sassou n'aura pas d'autre choix que de s'asseoir s'il veut sortir avec dignité. L'heure aujourd'hui, ce n'est pas à négocier quoi que ce soit. De toutes les façons, il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Parce que devant le peuple, on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, je sais, je sens que le changement est à l'oreille. Je sais et je sens que nous sommes de l'autre côté du pont. Il nous reste quelques temps pour arriver sur la rive. C'est pour ça que je demande à tous les Congolais, de quelle que soit la partie qu'ils se trouvent, ensemble, c'est ensemble. Nous ne faisons pas la guerre à une ethnie. Nous faisons la guerre pour mettre en place les conditions pour que nous apportions de l'eau, que nous apportions l'électricité, que nous construisons des dispensaires, que nous construisons des écoles, que nous mettons en place des formations professionnelles pour que nous créions des entreprises, des usines pour que les gens travaillent. C'est ça ce qui se passe ici. Ce n'est pas autre chose. Nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorcières. La question est de savoir,
Est-ce que ceux qui accompagnent M. Sassou veulent rester au Congo ou ils veulent sortir du Congo? Moi, je les invite à rester au Congo. Oh. Et pour rester au Congo, il faut s'asseoir. S'ils ne s'asseyent pas avec nous, s'ils ne s'assoient pas avec nous, ils seront à l'extérieur. En parlant de ça, j'ai Fleury Randaille, il vous pose une question. Je vois même qu'il y a d'autres il y a un qui vient de liker la question de Fleurandaille. Fleurandaille, tu sais qu'on est démocrate, frère. Bonne année à toi. Fleurandaille, c'est lui qui a le site Sassouite d'élite, monsieur Boukadia, pour comprendre sa question. Il dit, Bob, j'ai une question à poser à monsieur Boukadia. Il est où avec sa conférence internationale, monsieur Boukadia? Question fleurée par Fleury Randaille, Sassouite d'élite. Écoutez, c'est une excellente question. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu la pandémie, mais je sais que j'étais parti à l'Union européenne et que le pays qui présidait le Conseil de sécurité avait inscrit la conférence internationale sur le programme. D'ailleurs, j'étais très surpris lorsque j'ai discuté par 2 fois avec M. Bonaventure Mbaya. C'est lui-même qui m'a apporté cette nouvelle que la conférence internationale avait été validée par le Vatican, par l'Union européenne, par les Nations unies. Ça, je rapporte les paroles de M. Bonaventure Mbaya. Je ne pense pas qu'il m'ait menti. Si la conférence est validée, ça veut dire qu'il faut mettre en place les conditions pour qu'elle tienne, pour qu'elle ait lieu. Et pour qu'elle ait lieu, il faut que les Congolais s'engagent vers cette conférence. Lorsque nous nous sommes battus pour la conférence nationale, c'était les Congolais qui s'étaient battus par la suite. Nous avons initié l'idée à Paris avec M. Moudilou, avec M. Mayima Mbemba, avec le docteur Delphine Malonga, avec M. Théodore Malonga, avec le capitaine Poignet. Il y avait aussi M. Massengo Tchassé qui venait de temps en temps. Enfin bref, nous avons sensibilisé les gens. Lorsque nous les avons sensibilisés, il y a la jeunesse à Brazzaville qui avait pris le relais, il y a les syndicats qui avaient pris le relais, il y avait l'armée qui avait pris le relais, il y a le peuple congolais qui avait pris le relais. Nous avons fait le travail d'amener le sujet de la conférence internationale là où ça doit se prendre la décision. Maintenant, c'est au peuple congolais de l'exiger. Ben oui, mais je profite de l'occasion de rappeler à tout le monde, c'est maintenant de poser des questions, nous sommes en David-Dou. Vieux Bougie, je pense que le volume est bien là. Je pense que M. Boukadia, il doit garder cet impôt parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Il va pas non plus crier parce que demain, vous savez, nous sommes en plein variant en ce moment. Donc il faut pas non plus parce que l'air en ce moment, elle est très, 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 très mauvaise. Monsieur Boukadia, je vais revenir sur la CEMAC. Vous avez parlé de la CEDEAO, vous avez parlé de l'organisation de la CEDEAO, avec ce qui se passe au Mali. Mais la CEMAC, monsieur Boukadia, j'aimerais avoir votre avis sur la CEMAC. Déjà, que pensez-vous de la CEMAC? Si aujourd'hui vous arrivez aux affaires, vous allez adhérer à la CEMAC, monsieur Boukadia. Déjà, c'est quoi la CEMAC? Parce que on n'entend pas parler de la CEMAC et pourtant nous avons des gros scandales financiers en ce moment. La CEMAC. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Boukadia? La CEMAC en tant que... Écoutez, je vous pose des questions. C'est une organisation identique à la CEDEAO, donc c'est pas la peine, c'est une organisation qui regroupe tous les pays de l'Afrique centrale. Hein? Bon, est-ce que je vais adhérer? Bon, c'est le Congo. C'est le Congo qui a signé. Le Congo a signé être membre de la CEMAC. Maintenant, s'il n'y a pas la possibilité de s'entendre, on prendra une décision. C'est la raison pour laquelle moi, je félicite les autorités de la transition malienne qui ont dit à la CEMAC que votre décision
de la CEMAC que vous avez prise met en péril les relations entre l'Afrique et la France. Pourquoi la CEMAC a adhéré à la CEDEAO, M. Boukadia? Non. Monsieur Robert Rebecca. Oui. Pour l'instant, on a demandé aux gens, aux membres de la CEMAC, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique, le Congo, de rapatrier tous les avoirs qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux. Ça, c'est le FMI qui l'a dit. Le FMI a confirmé ce que j'avais dit par des courriers que j'avais envoyés à M. Sassou et à beaucoup de ces généraux, que tout était scellé, qu'il n'y aurait plus d'entrée financière venant des organisations financières internationales. La réponse est là. Maintenant, si les dirigeants des pays de la CEMAC, et je m'adresse aux dirigeants du Congo, s'ils ne rapatrient pas l'argent, ça veut dire qu'il va y avoir gel de leurs avoirs. Et quand je dis gel de leurs avoirs, il ne faut pas seulement voir M. Sassou, ni ses enfants. Ah, donc ils ne pourront plus payer les écoles privées de leurs enfants qui coûtent aussi cher, 15 000. Parce que les avoirs seront, l'argent sera bloqué. Bon, ben et oui, quand comme... on dit que tout est scellé, il faut comprendre. Ben ça va être mon coup de gueule ce soir, M. Ça veut Boukadia. dire tout simplement, leur argent qui sont dans les tombes de ceci, de cela, eh bien, c'est avec cet argent-là qui sont dans les tombes, dans les malles, dans les maisons, ainsi de suite, on ne peut pas faire fonctionner un État avec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à nous asseoir, malgré qu'il ait nommé des généraux, on va s'entrebouffer. Les Congolais vont s'entretuer. Parce que il n'y a pas pire que la faim. Parce que jusqu'à présent, le Congo paye avec de la fausse monnaie. Mais jusqu'à quand ils vont payer avec la fausse monnaie? C'est pour ça que je m'adresse. Je disais au peuple que nous devons être unis. Parce que je vous garantis que demain, le parfum de liberté va flotter. C'est pour ça que je disais aux forces armées, ils ont obéi aux ordres, soit il y a des brebis galeuses, soit, mais que la grande majorité de notre armée doit être aux côtés du peuple. Et le peuple leur reconnaîtra leur bravoure. Oui. C'est ça ce que je dis. Oui, monsieur Boukadia, parce qu'il se passe, moi je suis en train de lire les commentaires, monsieur Boukadia, nous allons rentrer dans les jeux de questions-réponses, et puis bon, je pense que vous êtes assez formé pour ça. Et je vais revenir sur la question de Florent Ndaye, et puis Florent Ndaye dit, une deuxième question, Bob. La conférence internationale peut être organisée sur l'accord de gouvernement, mais là je pense qu'il veut savoir. Il veut savoir, comme a dit Vieux Bougie tout à l'heure, Florent Ndaye à Kupinzala. Donc, enfin bref, ça c'est, je profite de l'occasion pour que nous mettons un tout petit peu, ça fait quand même plus de 50 minutes que nous sommes en train de parler, monsieur Boukadia. Oui, la question de Florent Ndaye, il dit une deuxième question, et effectivement, il veut savoir, monsieur, vous pouvez le faire, une conférence nationale ou internationale sans l'aval du gouvernement, monsieur Boukadia? C'est une question que j'ai même bien envie de comprendre moi-même aussi. Mais vous savez, si les rapports de force changent, que le gouvernement le veuille ou non, il sera à la table. Vous savez, il n'y a pas pire que d'être absent à une négociation. Hein? Et je redis ceci. Monsieur Sassou n'a rien à craindre. Est-ce qu'à la conférence nationale, on l'avait mis en prison? Même s'il y a eu cette tentation-là, est-ce qu'on l'a pendu? Hein? Il est échaudé, mais il y a des Congolais qui meurent. Hein? Il y a des Congolais qui meurent. Ces Congolais-là ne sont pas échaudés de le voir là. Hein? Et si jamais ces Congolais se mettaient à se mettre debout, ils vont en tuer peut-être une centaine. Mais au bout d'une centaine, ce sont eux qui seront morts. Hein? Est-ce qu'ils voient ça?
je pense que à un moment donné, il faut savoir être lucide. Monsieur Sassou n'a pas à avoir peur d'une conférence internationale. Parce que si jamais aujourd'hui nous parlons de transition, nous parlons de conférence internationale, mais imaginez que demain ce qui est arrivé au Mali arrive. Vous pensez qu'on parlera de table ronde et de conférence internationale qui pourrait venir mettre sur la table, oui, non, maintenant il y a eu la guerre, allons à la table ronde. Qui aura le courage de le dire? Et si ceux qui sont en face disent nous ne voulons plus de table ronde, hein? Et que ceux qui seront aux affaires mènent la gestion du pays comme ils l'entendront, hein? Et ceux qui vont venir, s'ils disent bon, voilà ce que nous allons faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier. Oh non, on ne respecte pas comme le jeu qu'on nous avait fait à la conférence nationale. Ah non, vous n'êtes pas des démocrates? C'est ça? Non. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il faut être à un moment donné, quel que soit. Même je sais que dans la culture de chaque groupe ethnique, que moi j'aime les ethnies, parce que c'est la pluralité, c'est la richesse d'un pays. Il y a la question de Thierry Mansunga qui arrive juste après, monsieur Boukadia. Allez-y. Il y a la manière tranquille de régler le problème. Moi, je le ramène à l'époque en 2013, avant qu'il ne s'avise à me mettre, à me condamner à 30 ans de travaux forcés. Quand les États-Unis d'Amérique et la France lui avaient dit qu'il faut aller à la conférence que vous propose M. Boukadia, quand il avait mis en place un gouvernement d'union nationale, il avait déjà consulté M. Mathias Nzong, il avait consulté Mme Mounari, et moi il m'avait déjà envoyé son conseiller politique, M. Bouya, pas celui qui fait les grands travaux là, l'autre Bouya, son véritable conseiller politique. Quand je lui avais dit, vous savez, bon, il m'avait demandé le choix. Moi j'avais dit, mais moi je propose le poste de ministère d'État de la Défense, de l'Intérieur, de la Sécurité, de l'Aménagement et de l'administration du territoire. Ah, monsieur Boukadia, vous avez demandé ce poste-là? Bien sûr. Ah ben, Bien sûr. Finalement, joker, comme j'ai dit. Et à ce moment-là, M. Bouya m'avait dit, mais vous allez en discuter avec le président lui-même. Là, nous sommes en quelle année, monsieur Boukadia? Nous sommes en 2013, monsieur. 2013. Donc, M. Sassou avait accepté déjà le principe du gouvernement d'union nationale. Donc aujourd'hui, si en 2013 il avait accepté le principe du gouvernement d'union nationale, donc aujourd'hui il peut réitérer. Puisque lui-même, il avait fait le discours. C'est la première fois que j'avais entendu le mot Mboshi de Kanza, allant en Kanza. Donc aujourd'hui, je rédite, nous devons aller en Kanza, nous devons aller en Bangui. Parce que la communauté internationale serait là comme les observateurs, de telle sorte que nous puissions mettre en place un comité de suivi qui ne fera pas de la politique. Ah, il y a monsieur Boukadia, il y a Florent Day qui réagit sur votre question. Il dit, Bob, je suis vraiment déçu de monsieur Boukadia qui dit des mensonges à la place publique. Il a des preuves que le gouvernement congolais paye les salaires avec des faux billets au moment où les fonctionnaires congolais sont payés par les banques. Et puis, je vais rajouter la question de Thierry Matinga. Je souhaite savoir si monsieur Boukadia est panafricaniste parce que l'Afrique centrale ne connaît pas ce que c'est le panafricanisme. Voilà les deux questions. Je ne sais pas si vous pouvez les noter le temps que vous prouvez. Écoutez, non, je pense que ce monsieur, je ne peux pas dire qu'il est de mauvaise foi. Ça veut dire qu'il ne fréquente pas la population. Vous ne voyez pas les billets de 5 000 qui sont recouverts de papier glacé là avec
comment ça s'appelle, des scotch, ainsi de suite. Florent Ndaye Osoyoka. Florent Ndaye, écoute. Maintenant, si tu veux démontrer... Tout le monde le sait. Voilà. Écoute, hein, Florent, c'est pas... Voilà. C'est bien beau qu'ils défendent. C'est bien beau qu'ils défendent le pouvoir. Mais il faut savoir le défendre avec des arguments. Hein? Aujourd'hui, pourquoi le FMI a dit de rapatrier l'argent? Parce qu'il a dit, le FMI a dit clairement qu'il sanctionne les pays qui sont en train de faire des endettements à outrance, qui s'endettent sans limite grâce aux politiques de rachat de la dette. Donc ça, c'est fini. C'est fini. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Et le FMI a envoyé une note à la CEMAC quand même. Hein? Et le panafricanisme de Thierry Matsunga, M. Boukadia? Mais le panafricanisme, quand quelqu'un dit que l'Afrique centrale n'a jamais été panafricaniste, c'est faux. Hein? Mais le PPC ou le MSA ou le DDA ne faisaient pas partie des organisations panafricaines. Hein? Non, mais quand on ne connaît pas l'histoire, on ne pose pas de questions comme ça. Hein? Le Congo, l'Afrique centrale a toujours été panafricaniste, puisque que ce soit le PPC ou le MSA ou le DDA, c'était des partis qui étaient alliés aux autres partis panafricains. Ainsi que le DDA, par exemple, était allié au parti du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ce que le président Laurent Gbagbo est en train de remettre en mouvement. Hein? C'est ça le panafricanisme. Monsieur Boukadia, je pense que il va nous rester 5 petites minutes. Nous allons parler de l'actualité qui se passe au Congo. Nous avons vu les images. J'aimerais avoir votre avis sur la police. J'aimerais avoir votre avis sur les images que vous avez vues. C'est de bel début d'année 2022. J'espère qu'elle va être belle. Monsieur Boukadia, vous qui avez fait de la politique, vous qui avez accompagné les hommes politiques, vous qui avez eu des amis politiques, Monsieur Boukadia, quand vous avez un pays où ce que nous avons des enfants, on serait de s'occuper des machettes, des combats entre lycée sur lycée. Ça, c'est mon coup de gueule aussi ce soir. Florent Ndaye, parce que Florent Ndaye, c'est mon frère. Nous échangeons, il est du PCT, il connaît ma position. Monsieur Boukadia, l'état du Congo aujourd'hui en 2022, l'après-Covid, vous avez vu comment tout s'est passé, les décisions du gouvernement, je pense que vous les suivez. Monsieur Boukadia, après 2 ans et demi de Covid, quand vous voyez 2022, début de l'année, et surtout je viens d'apprendre encore, pendant que tout le peuple congolais est confiné, et il y a des scandales financiers, il y a des mariages tous les jours, je viens même d'apprendre que le Premier ministre vient d'épouser sa fille, je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça, mais enfin bref, ça ne nous intéresse pas, nous savons très bien que c'est de l'argent du contribuable. Monsieur Boukadia, 2022, Covid, j'aimerais avoir votre avis, je vous laisse le micro, Monsieur Boukadia, le peuple congolais vous écoute. Mais vous savez, je pense que je reste toujours sur mes positions de départ. Que ce qu'il faut au Congo, aujourd'hui, ce ne sont pas ces vaccins. Ce qu'il faut, c'est tester parce que, et prendre l'exemple sur le Sénégal. C'est ça ce qu'il faut, et pour le faire, j'invite le peuple congolais qui souffre. Si réellement le peuple congolais souffre, il faut le faire savoir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous mettrons en place les véritables politiques de dépistage de ce qui est devenu aujourd'hui, d'après plusieurs sources,
sommes sortis plus ou moins de la pandémie. Ça veut dire que le Covid aujourd'hui va devenir une grippe avec de gros rhumes, et puis on va tousser quelques jours et puis après c'est fini. Bon, mais pour en être sûr, nous devons mettre en place des politiques fiables, des vraies politiques de dépistage. Ce que le gouvernement aujourd'hui ne peut pas parce qu'il a le manque de moyens. Et malheureusement, lorsque la communauté internationale les aide, comme ce fut un temps, quand les États-Unis avaient aidé le Congo pour construire des écoles, le monsieur qui est devenu soi-disant Premier ministre avait pris cet argent pour le mettre dans sa propre poche. Et donc vous comprenez, c'est une personne qui a l'habitude de prendre l'argent du contribuable et des dettes pour son propre confort. Ça, il y a des preuves que ce monsieur-là avait ristourné avec l'autre fils qui a des procédures en cascade dans les pays développés. Ils avaient détourné l'argent qui venait de la Banque mondiale des États-Unis pour aider la construction des collèges et des lycées dans le sud du Congo. Voilà, donc on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Hein? Et je redis, même s'ils ont changé la Constitution, c'est un changement qui n'apportera absolument rien. Parce qu'ils ne vont pas avoir d'argent. Et surtout, on leur demande. Et le premier à qui on va demander des comptes de mettre l'argent dans le trésor public congolais, c'est M. Christel Denis Sassou Nguesso. C'est le premier fossoyeur de l'économie du Congo. Hein? Il n'est pas normal qu'un enfant qui est issu, dont on ne connaît même pas exactement la mère, parce que le monsieur devait se promener et il nous amène un enfant et il veut en faire un président du Congo. Parce qu'au Congo, il n'y a pas d'homme politique. Hein? Monsieur Boukadia, je profiterai de la même question. Il y a eu des nominations, Monsieur Boukadia, pour terminer, il nous reste 5 petites minutes. Les généraux. Il y a eu beaucoup de généraux, je ne sais pas combien, enfin, et puis ça ne m'intéresse même pas, bon, bah, je le dis parce qu'il faut vous poser des questions, Monsieur Boukadia, vous êtes en politique. Les généraux. La nomination des généraux, nous avons même eu un qui a même pas 50 ans qui est général. Ah! Là, je pense à tous nos parents qui soient morts, ils doivent se retourner sur leur tombe. Les généraux, vos nominations, ces nominations, Monsieur Boukadia, je suis tellement, je peux pas dire en colère, mais non, ces nominations, qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est bien d'être nommé, hein. Mais je pense que, puisque vous avez parlé de vidéo, Monsieur Sassou a nommé des généraux, là, c'est ça, non? Oui, oui. Mais pourquoi il a été étonné lorsque on lui a présenté ces généraux? Pourquoi il s'est étonné? Hein? Monsieur Robert Ibaka, vous nommez quelqu'un et on vous présente cette personne, vous allez être étonné? Ah, belle, bien vu, Monsieur Boukadia, vous avez suivi. Non, mais moi je pose la question. Vous avez suivi. Si les généraux ont été nommés par Monsieur Sassou, pourquoi s'est-il étonné lorsqu'on le lui a présenté? Il y a deux choses. Mais parce qu'il connaît l'armée. Soit M. Sassou n'est plus apte parce qu'il perd la mémoire. Et s'il perd la mémoire, il ne peut plus diriger, il ne peut plus assumer la présidence de fait du Congo qu'il assume. Parce que je redis bien que la présidence du Congo, aujourd'hui, est une présidence de fait, d'une part. Et d'autre part, la constitution du Congo est un torchon, parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Si c'était une véritable constitution, ils n'allaient pas la malmener comme ça. Donc, c'est un torchon. Donc, c'est pas la peine que les gens s'agitent qu'on a modifié la constitution. La constitution qui reste en vigueur, que nous mettrons en vigueur, c'est celle du 15 mars 1992. Il faudrait que les gens, les Congolais aujourd'hui, comprennent cette réalité-là. Que la vraie constitution du Congo, c'est celle du 15 mars 1992. Monsieur... Quand nous arriverons, nous allons abroger cette constitution-là et nous mettrons immédiatement la constitution du 15 mars 1992. C'est pour ça que
souhaitable. Il est souhaitable que nous devons trouver un terrain d'entente. C'est bien beau de nommer pour l'instant, ils sont payés. Ils sont payés par l'argent des mallettes. Mais là, il y a Andélé qui vient de faire sortir une note. Même si monsieur Robert Ibaka, même si l'argent des mallettes passe à travers les banques qui ne sont même pas reconnues par la communauté internationale, qui sont les banques du Congo là, et ce sont des banques qui ne sont pas reconnues, qui n'ont aucune légitimité sur le plan international. Hein? C'est la raison pour laquelle, quand ils ont voulu racheter des dettes ou en faisant des bons de trésor, ce sont ceux qui ont détourné l'argent du Congo qui étaient les principaux actionnaires ou bien les principaux acquéreurs de ces bons de trésor-là. Donc c'est un tour de passe-passe. Ils volent d'un côté, ils font rentrer l'argent de l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est de l'argent sale, parce que c'est de l'argent qui ne peut pas aller sur le circuit international. C'est là le problème entre la CEMAC et le Congo-Brazzaville. C'est la raison pour laquelle le FMI a demandé à ce que l'argent soit rapatrié. Voilà la vérité. Monsieur... Et il faut que les militaires sachent qu'ils sont payés avec de l'argent sale. S'ils veulent avoir de l'avenir, l'avenir est avec le nouveau Congo. Monsieur Bouket... Je dis ceci. L'armée a de l'honneur, quels que soient les officiers qui sont là. Moi, je les respecte. Il faut qu'ils soient du côté du peuple. Leur avenir, c'est du côté du peuple. Parce que le peuple est le Dieu d'un homme politique. Et accessoirement et singulièrement, c'est mon Dieu. C'est ce peuple-là qui leur reconnaîtra leur bravoure. Quel que soit. J'ai dit, ils ont obéi aux ordres. Ils ont obéi aux ordres. Mais aujourd'hui, leur devoir principal est d'être du côté du peuple. Comme cela a été du côté du Mali. C'est pour ça que j'insiste bien sur la décision de la CEDEAO, qui est une mauvaise décision, que je condamne fermement. Que la CEDEAO doit être du côté du peuple malien. Tout comme moi je suis du côté du peuple malien, tout comme le peuple congolais est du côté du peuple malien. Parce que si jamais cela ne se fait pas, je ne dis pas en disant cela qu'on tourne le dos à la France. Bien au contraire, la France doit voir la manière dont il va mettre en place le nouveau logiciel de sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Parce que s'il ne remet pas en cause son logiciel actuellement, eh bien, c'est toute l'Afrique, surtout que c'est la France elle-même qui a ouvert le boulevard pour que la Chine et la Russie entrent en Afrique. À ce moment-là, il n'y aura plus de place pour la France en Afrique. Or, moi j'ai une grande ambition, un grand projet, un grand partenariat ambitieux, responsable vis-à-vis de la France. Monsieur Boukadia, en tout cas, le plaisir est pour moi. Je vais rappeler à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent ce soir. Et Bakacho a été créé le 16 janvier suite à l'arrestation du président Boukadia. Et vous voyez que l'histoire, 6 ans après, nous rattrape sur les mêmes réseaux et nous échangeons pour un Congo libre, pour un Congo démocratique, pour un Congo de liberté, pour un Congo de droit, comme dit mon grand frère maître Nganga. Monsieur Boukadia, pour terminer, moi je m'aurais, pour 2022, si je puis me permettre, que vous transmettez un message à vos amis, à vos frères. Parce que M. Boukadia, en 2015, quand vous êtes allé en prison, nous nous sommes mobilisés. En 2016, plutôt, quand vous êtes allé en prison, nous nous sommes mobilisés. Et quand je dis nous nous sommes mobilisés, je ne vais pas citer les noms.
nous avons eu des manifestations. Nous avons entouré Nadine, dont je transmets mes salutations ce soir. Nous avons accompagné Nadine, qui a cru en cette jeunesse qui l'a entourée. C'est peut-être même pour ça qu'elle a cru qu'aujourd'hui, M. Boukadia, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de prisonniers politiques qui sont sortis dans les geôles de Sassou. M. Boukadia, pour le mot de la fin, parce que mon coup de gueule ce soir, je profite de l'occasion à dire à tous mes frères et sœurs qui m'écoutent, c'est le moment de partager parce qu'on est en train de signaler. Vous savez, plus on signale, plus il y a des coupures, plus on signale, plus on nous emmerde, comme dit le président Macron. Donc pour éviter ces coupures, je vais vous demander de partager. Pour mon coup de gueule, je parle d'immigration ce soir. Et surtout partager et liker, surtout pour le président Boukadia, likez pour le président Boukadia, s'il vous plaît. Likez pour le président Boukadia. Monsieur Boukadia, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En tout cas, le plaisir est pour moi de vous avoir reçu dans les Bakacho. Mes salutations les plus sincères du côté de Nadine Boukadia. Et surtout, vous dire merci parce que ça m'a permis, moi, le jour que je me suis assis, Monsieur Boukadia, je vais vous le confier aujourd'hui, parce que c'est un tout petit peu mon rêve, parce que je faisais de la radio depuis 97, nous avons une radio à Reims, et j'avais envie, en fait, moi, c'était de la musique, en fait. Je voulais partager mes moments de musique, et puis bon, ben voilà. Et dès que vous vous êtes arrêté, je me suis lancé en politique, Monsieur Boukadia, je vais vous l'avouer aujourd'hui, parce que la politique n'a pas été mon dada, et n'est pas mon dada, mais bon, ben, comme a dit ma grand-mère, la politique, même si tu ne le veux pas, la politique va te faire, tu vas être politique. Monsieur Boukadia, pour le mot de la fin, les amis qui t'ont accompagné, ceux qui t'ont accompagné, ceux que tu as connus, tout ce qui s'est passé dans cette diaspora et ce qui se passe aujourd'hui. Un message, Monsieur Boukadia, pour 2022. Encore une fois, merci, 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 Monsieur Boukadia, du côté des Bakacho. Ah, il y a Elvis, Monsieur Boukadia, il y a Elvis Kakou qui dit, hey, j'ai une dernière question en ligne, s'il te plaît. Ben vas-y, Elvis Kakou, avant que Monsieur Boukadia me dise son dernier mot. Des nombreux observateurs qui pensent que la traversée du désert qu'a vécu au lendemain matin de la conférence nationale souveraine, la cause de Montreux. Bon, je vais le lire, je ne sais pas si c'est la même question, et ça c'est Elvis Kakou qui dit. Nombreux sont les observateurs qui pensent que la traversée du désert qu'a vécu, la traversée du désert qu'a vécu, vous savez, j'ai des problèmes des yeux, hein, vous inquiétez pas, qu'a vécu Sassou au lendemain de la conférence nationale souveraine est la cause de sa monstruosité, sa limite depuis son coup d'État en 97. Vous en dites quoi, Monsieur Boukadia? Ah oui, c'est la question d'Elvis Kakou. Non, mais vous savez, non. Vous savez, tout le monde a fait une traversée de désert. Il n'y a aucun président du monde qui n'ait jamais fait de traversée de désert. Tout le monde. Moi, je pense que ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, ce n'est plus M. Sassou. Ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est le Congo et les Congolais. Ce sont nos compatriotes de la contrée septentrionale, nos compatriotes du Nord et nos compatriotes du Midi, c'est-à-dire du Sud, nos compatriotes de l'Ouest et de l'Est. C'est cette unité-là qui est importante aujourd'hui. Ce que je souhaite pour le peuple congolais pour 2022, nous devons avoir ce sentiment-là de libération du Congo dans les temps à venir. Et nous souhaitons que cette libération se fasse dans le calme. Il serait regrettable parce que ceux qui meurent, ce sont nos enfants. Même s'ils ne sont pas sortis de notre ventre. Mais les enfants
d'une autre famille, ce sont des enfants. Donc on ne peut pas dire, mais il peut y avoir des morts, mais ce ne sont pas nos morts. Si, les morts du Congo sont nos propres morts. Et il n'est pas souhaitable d'arriver à un changement dans des conditions qui seront très difficiles. Et s'il y a un changement dans des conditions très difficiles, il est à craindre que nous ne mettions pas en place les conditions pour reconstruire le pays. Et donc ça va faire de nouveau boule de neige. C'est pour ça que je pense qu'il peut être avisé que s'il a besoin de garanties, il a des amis en Europe qui peuvent assurer sa garantie. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai qu'une parole. Et tout le monde sait que j'ai une parole d'honneur. Quand je donne ma parole, même si j'en souffre, je ne la retire jamais. C'est ainsi que je dis au peuple congolais, demain, nous le préparons de manière ferme. Demain sera différent d'aujourd'hui. Demain, les enfants vont rire, vont crier de joie. Demain, chacun aura l'électricité. Demain, chacun aura l'eau. Demain, nous construirons des routes. Demain, nous allons enlever les péages. Demain, nous allons dédommager tous ceux qui ont tout perdu du fait de cette politique-là. Tous ceux qui ont eu leurs champs ravagés, leurs maisons détruites ou leurs parents pris. Parce que mort, il est vrai que l'homme n'a pas un enfant, un mari, une femme, une nièce n'a pas de prix, mais il y aura des dédommagements. C'est pour ça que je vous demande, je demande au peuple congolais, je demande à la diaspora, ceux qui se réunissaient pour que je sorte, je vous demande de nouveau de vous réunir pour que nous nous battions et qu'ensemble, nous construisons le Congo de demain, main dans la main, sans pour autant qu'il y ait des animosités. Tous les pays du monde ont traversé des périodes très difficiles. Vous voyez l'Allemagne, vous voyez la France, vous voyez le Vietnam, vous voyez le Japon, vous voyez la Russie, vous voyez l'Ukraine, vous voyez la Hongrie, vous voyez les États-Unis. Quel que soit le pays où l'on se tourne, vous voyez l'Afrique du Sud, quel que soit le pays où l'on se tourne, ils ont connu des moments difficiles. Le Rwanda est là aussi pour nous montrer, pour nous donner l'exemple. Donc, ensemble, main dans la main, cependant sans être naïfs, mais d'être lucides, nous devons marcher pour finir ce trajet vers le pont afin de mettre en place le nouveau Congo pour que le parfum de liberté flotte à jamais sur le sol congolais. C'est la seule manière que nous aurons à ce que l'on n'arrête plus les gens pour des questions d'opinion. C'est la seule raison pour que les gens ne disparaissent plus. Et c'est la manière la plus facile pour que nous n'ayons plus des arrestations arbitraires et que tous les prisonniers politiques puissent recouvrir leur liberté dans la dignité, pour que ça ne soit pas une action de grâce d'un monsieur pour dire j'ai pitié de vous, je vous fais sortir. Non. Ils doivent sortir de prison la tête haute parce que c'est le peuple congolais qui les aura sortis de là. Là, j'ai parlé du général Mokoko, du général Davira, des soldats, du colonel Nsuru et de bien d'autres. Ces hommes-là n'ont pas à être là-bas parce qu'ils sont là-bas pour
pour des questions d'opinion. Voilà, peuple congolais, mon Dieu, avec vous, nous allons construire le pays. Merci. En tout cas, Monsieur Boukadia, je vois que ça va. Je vais rappeler Brazzaville parce qu'il y a Florent Ndaye. Florent Ndaye, je te rappelle. En tout cas, Monsieur Boukadia, ce que je peux vous dire ce soir, pour terminer, déjà mes remerciements à Nadine pour son courage, parce que nous l'avons vu en action. Remerciements à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Parce que, Monsieur Boukadia, si vous mouriez à Brazzaville, je pense que ma femme m'est témoin, elle m'écoute, je n'allais pas me remettre. Parce que je me suis senti un peu coupable. Comment se fait-il, ce monsieur que je rencontre, moi, fils des Baka, 5 mois après, il va en prison. Voilà un monsieur. Et j'ai été traité de tous les noms, monsieur Boukadia, après votre arrestation. Ouf! Ce que l'on a dit de moi, monsieur Boukadia. Ce que l'on a dit de moi. À cause de vous. Mais bon, c'est le Congo. Mais je ne puis que vous dire merci. Parce que vous m'avez permis de faire ce que j'aime faire. Vous m'avez permis. La preuve, je suis même allé au Congo. Dabira, dont vous parlez, a fait de moi son directeur de programme. Mais les conditions ne m'ont pas permis de rester dans ce pays. Merci, monsieur Boukadia. Et Elvis Kakou, je vais lire son dernier message. Il a dit ce que je retiens de monsieur Boukadia, je vais le lire pour que les choses soient claires. Je l'ai vu tout à l'heure, le message d'Elvis Kakou. Je vais vous le lire pour que vous... Voilà. Monsieur Boukadia, ce que je retiens de votre réponse à mes questions, c'est votre humanisme. Votre humanisme, monsieur Boukadia. Vous êtes un homme d'État. J'avoue. Merci. Signé Elvis Kakou. Monsieur Boukadia, à moins que vous avez un mot avant mon coup de gueule, un dernier mot, parce que j'ai passé une belle soirée ce soir, avant que j'appelle Florent Ndaye, le sassouiste de la soirée. Merci Florent Ndaye d'avoir intervenu ce soir. Monsieur Boukadia, si vous avez un dernier mot à dire, monsieur Boukadia. Je voudrais remercier le peuple congolais, qui est un grand peuple, un peuple fort, à l'image du peuple malien. Je sais que les temps sont là pour aller vers le changement. Je suis avec vous, je suis à vos côtés, vous êtes debout, je serai debout. Vous m'appelez, je serai présent. Mais sachez que sans vous, sans ce peuple, je n'aurais pas tenu en prison. Comme je l'avais dit à l'entrée, quel que soit le nombre d'années que je mettrai en prison, quand je sortirai, je changerai ce pays. Le pays va changer pour que le peuple congolais retrouve sa souveraineté et retrouve son pays. Merci à vous, peuple congolais, qui est mon Dieu. Merci, monsieur Boukadia, c'est nous qui vous remercions et puis profitez de ces moments que Dieu vous porte longue vie. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Et... Merci à vous, monsieur Robert Ibaka, de me donner toujours l'occasion de parler. Et vous savez, votre père, c'était mon ami. Ça, vous le savez. Je le sais. Je sais, monsieur Boukadia, qui repose en paix. Et surtout, monsieur Boukadia, je vais vous dire une chose. Le jour qu'on vous a arrêté, je n'ai pas dormi. Et il fallait trouver une solution. Et la solution, c'est Bakacho. Et toujours avec ma musique. Oui. Mais je l'ai accompagné
et Dieu a exaucé nos vœux, et vous êtes revenus parmi nous. Parce qu'on ne sort pas des geôles de ces gens-là. Merci pour votre courage, Monsieur Boukadia. Merci encore une fois. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est